Le panneau de la trahison. Ma fille de 7 ans est rentrée à la maison, et elle a vu un énorme panneau vendu devant la propriété. Ma mère lui a annoncé qu'elle était désormais sans abri, et qu'elle devait attendre au portail. Elle a attendu pendant 4 heures, seule, dans la neige. Quand je l'ai découvert, j'ai simplement dit « d'accord ». Mais 16 heures plus tard, mes parents ont reçu un appel, et ils ont commencé à hurler. Je ne savais rien de tout cela, quand j'ai tourné dans notre rue. Tout ce que je savais, c'est que mon vol avait atterri en retard. Mon téléphone n'avait plus que 2% de batterie, et je ne voulais rien de plus que rentrer, prendre une douche, et m'écrouler dans mon lit, avant que mon corps ne réalise à quel point il était épuisé. J'étais parti depuis 5 jours. Des réunions interminables, des dîners polis, ce genre de voyage où tout le monde fait semblant de s'intéresser à la conversation, tout en surveillant discrètement sa montre. J'ai ralenti en approchant de la maison, plus par habitude qu'autre chose. C'est là que j'ai vu Ella. Elle se tenait près du portail, elle ne jouait pas, elle ne faisait pas les 100 pas. Elle restait là, immobile, comme si on l'avait posée là et qu'on l'avait oubliée. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau a essayé de normaliser la scène. Peut-être qu'elle attendait quelqu'un. Peut-être qu'elle venait juste de sortir un instant. Peut-être. Puis, j'ai remarqué ses épaules voûtées, et ses bras plaqués contre ses hanches. J'ai vu qu'elle ne bougeait pas, même quand ma voiture s'est arrêtée, comme si elle n'était pas certaine d'en avoir le droit. Je suis sorti précipitamment. Et là. Elle a tourné la tête lentement, comme si cela lui demandait un effort immense. Son visage était livide. Ses lèvres avaient une teinte bleutée, qui m'a glacé le sang. La neige collait aux genoux de son pantalon. Ses cils étaient mouillés, soit par les flocons qui fondaient, soit par les larmes. C'était difficile à dire. « Maman » a-t-elle murmuré. Ce n'était pas un cri de soulagement, c'était une question. J'ai franchi la distance en 3 enjambées, et je me suis accroupi devant elle. Mes mains ont attrapé ses bras, vérifiant sa température sans même y réfléchir. Froide. Trop froide. Pas seulement le froid de l'hiver, mais ce froid de celui qui est resté dehors bien trop longtemps. Et, ai-je dit, en gardant une voix calme, parce qu'elle avait besoin de calme. Et, je suis là. Elle a hoché la tête une fois, comme pour confirmer une information. Puis, elle s'est appuyée contre moi, raide au début, puis elle a lâché prise. Son corps a été pris de tremblements, ce n'étaient pas des sanglots, c'étaient des frissons. Depuis combien de temps es-tu là? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Un moment. Cette réponse m'a tout dit. J'ai enveloppé ses épaules de mon manteau, et je les serrai fort contre moi. Mon regard a dérivé vers le jardin. C'est là que je l'ai vu. Le panneau. Un énorme poteau blanc, des lettres rouges impossibles à ignorer, vendu. Cela avait un air festif, presque comme une célébration. J'ai fixé l'écriteau une seconde de trop. Mon cerveau refusait de l'accepter. Il essayait de reformuler la situation. Peut-être était-ce pour la maison du voisin. Peut-être que quelqu'un l'avait mis là par erreur? Non, il était très clairement planté dans notre pelouse. Et là, dis-moi ce qui s'est passé. Elle a dégluti avec peine. Papa m'a déposé. C'était logique. Brendan avait Ella cette semaine. Nous nous étions organisés ainsi à cause de mon voyage. Il la déposait toujours ici, quand son temps de garde se terminait. Il ne restait jamais longtemps, car le moindre conflit le rendait nerveux. Il m'a déposé comme d'habitude, a-t-elle continué. Il m'a fait coucou, et il est parti. J'ai hoché la tête, comme si je prenais des notes mentales. Et ensuite, j'ai frappé, a-t-elle dit. J'ai frappé beaucoup. Ma mâchoire s'est contractée. Mamie a ouvert la porte, juste un peu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ella a baissé les yeux vers ses bottes. Elle a dit que la maison était vendue. Elle a dit que j'étais sans abri, et que je devais attendre au portail. Quelque chose de brûlant et de tranchant a traversé ma poitrine, avant de se transformer en une colère froide, calme, et très dangereuse. Est-ce qu'elle t'a laissé entrer, ne serait-ce qu'un instant? Ella a secoué la tête. Elle a dit, tu n'habites plus ici. Et tu as attendu? Elle a acquiescé. Elle a dit que ce serait mieux, si j'attendais là. Je me suis levé lentement,
et j'ai pris la main d'Ella, pour nous diriger vers la maison. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ce détail comptait. Je ne savais pas encore pourquoi, mais il comptait. Je suis entré. La maison sentait mauvais. L'odeur du carton, du ruban adhésif, et des produits de nettoyage. Cette odeur creuse, que prennent les pièces quand on les vide. Des cartons s'alignaient dans le couloir. Certains étaient scellés, d'autres à moitié remplis. Mon nom était écrit sur l'un d'eux, au gros marqueur noir. Celui d'Ella sur un autre. J'ai senti tout mon être se figer. Ma mère est sortie de la cuisine en premier. Elle avait l'air calme, presque agacée, comme si je rentrais trop tôt et que je chamboulais son emploi du temps. Mon père flottait derrière elle, un rouleau d'adhésif à la main. Ma sœur, Samantha, était assise à la table de la salle à manger. Elle faisait défiler des choses sur son téléphone, jambes croisées, en fredonnant doucement, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient mineur. « Ah, tu es revenu » a dit ma mère. « Oui » ai-je répondu. « J'habite ici. » Son regard a glissé vers Ella. « Elle est à l'intérieur maintenant, c'est bien. Tu l'as laissée dehors. » J'ai dit qu'elle avait un manteau. J'ai regardé les cartons, les murs dépouillés, l'espace vide où les dessins d'Ella étaient habituellement accrochés. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mon père s'est raclé la gorge. « Nous avons vendu la maison. » Les mots n'ont pas atterri immédiatement. Ils planaient, comme s'ils attendaient une permission. « Vous avez fait quoi ?»« On l'a vendu » a répété ma mère, plus lentement, d'un ton patient, comme si elle expliquait une évidence à un enfant. Tu refusais d'écouter. Tu ne voulais pas aider, alors, on a géré la situation. Samantha a enfin levé les yeux. C'est pour la famille. J'ai laissé échapper un souffle, qui ressemblait presque à un rire. Vous avez vendu ma maison, ai-je dit. Vos noms ne sont pas sur l'acte. Mon père s'est redressé. Nous avions une procuration. Je l'ai fixée. Pour les urgences, pour Ella, pas pour vendre mes biens. Ma mère a fait un geste de la main, négligente. Des détails. Tu n'avais pas besoin d'une maison aussi grande, de toute façon. Tu voyages tout le temps. Tu es divorcé. Samantha a besoin d'aide. Samantha a eu un petit sourire mince, et satisfait. Tu pourras toujours louer quelque chose. J'ai baissé les yeux vers Ella. Son visage était enfoui contre mon épaule, ses doigts agrippés à mon pull, comme si elle craignait que je ne disparaisse. Vous avez dit à mon enfant qu'elle était sans abri, ai-je dit. Ma mère a haussé les épaules. Ce n'est pas faux. Tu l'as forcée à rester dehors dans la neige. Elle devait comprendre la réalité de la situation. À ce moment-là, tout s'est mis en place dans ma tête. J'avais été sous le choc, confuse, et j'avais même été tenté de discuter. Mais ce n'était pas une discussion. C'était une déclaration. Et les déclarations ne vont que dans un sens. D'accord, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux. Pardon ? D'accord, ai-je répété. Je n'ai pas fourni d'explication. Je n'ai pas posé de questions. Je ne leur ai pas dit ce que j'allais faire. Je me suis retourné, et je suis sorti. Derrière moi, la voix de ma mère s'est élevée. Sarah, tu ne peux pas juste. J'ai fermé la porte. Dehors, le froid m'a frappé le visage comme une gifle. J'ai gardé une main ferme sur l'épaule d'Ella, je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture, et je l'ai attachée. Mes mains étaient stables, maintenant. Cette stabilité que l'on acquiert, quand la décision est déjà prise. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts. Est-ce qu'on est vraiment sans abri ? Non, ai-je dit. Nous ne le sommes pas. J'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu ma mère sur le seuil de la porte, les bras croisés, absolument certaine d'avoir gagné. Pourtant, 16 heures plus tard, mes parents recevaient un appel, et ils commençaient à hurler. J'avais l'habitude de penser que la trahison s'annonçait bruyamment. Des éclats de voix, une porte qui claque, quelque chose de cinématographique. Il s'avère que cela ressemble surtout à une conversation normale, répétée assez longtemps pour que l'on n'entende plus l'avertissement caché en dessous. Après avoir quitté la maison ce soir-là, après qu'Ella se soit enfin endormie dans un endroit chaud, avec son manteau encore sur le dos parce qu'elle ne faisait pas encore confiance au chauffage,
je n'arrêtais pas de me poser la même question. Comment en est-on arrivé là? La réponse était inconfortable, ce qui prouve généralement que c'est la bonne. Cela n'a pas commencé par un panneau vendu. Cela n'a pas commencé par la neige. Cela n'a même pas commencé par l'argent. Cela a commencé parce que je me montrais raisonnable. Je suis divorcé. Ce n'est pas une phrase dramatique, c'est juste un fait. Brendan et moi avons trouvé un rythme qui fonctionne à peu près. Elle passe du temps avec lui, je voyage pour le travail de temps en temps. Sur le papier, tout semble stable. Les gens adorent dire, au moins, vous restez civil. Comme si c'était un prix qu'on gagne, et non le strict minimum. Mon travail paie bien. Pas assez pour avoir un jet privé, mais assez pour ne pas paniquer au supermarché. Cela implique aussi des déplacements, des conférences, des réunions. Ce genre de voyage où l'on prétend que le café de l'hôtel est bon, parce que se plaindre ne changera rien. Il y a environ un an, mes parents m'ont appelé avec ce ton de voix. Vous le connaissez, celui qui n'est pas tout à fait désespéré, mais pas tout à fait décontracté non plus, un équilibre savant de culpabilité. Ils traversaient une mauvaise passe, juste pour un petit moment. Ils avaient juste besoin d'un endroit où atterrir, juste un lit, juste le temps que les choses se stabilisent. J'ai dit oui. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que je pouvais gérer ça. Je me suis dit que la famille s'entraidait, et que dire non ferait de moi la méchante, dans une histoire dont je ne voulais pas être l'héroïne. Au début, c'était correct. Gênant, mais correct. Ils dormaient dans la chambre d'amis. Ils me remerciaient. Ils parlaient de leur projet de déménagement, comme s'il s'agissait de vrais plans, et non d'histoires pour s'endormir. Puis les semaines sont devenues des mois, et le mot temporaire a discrètement fait ses valises, pour s'en aller. Ils ont commencé à tout réorganiser. Des petites choses au début, déplacer la vaisselle, commenter mes choix de courses, me demander pourquoi je faisais les choses de la manière la plus compliquée. Mon père a commencé à réparer des objets, que je ne lui avais pas demandé de toucher. Ma mère a commencé à dire notre maison, sans même s'en rendre compte. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien fait. Elle l'a remarqué aussi, même si elle n'avait pas les mots pour le dire. Elle vivait dans la même maison, mais pas tout à fait avec eux. Ils n'étaient pas cruels, cela aurait été plus simple. La cruauté laisse des marques que l'on peut pointer du doigt. C'était plus froid que ça. Des sourires polis, une patience limitée, une aide offerte comme une faveur dont il faudra se souvenir plus tard. Ils la surveillaient, si je le demandais. Ils allaient la chercher à l'école, s'il y avait une urgence. Mais cela s'accompagnait toujours d'un soupir, d'un rappel de leur emploi du temps chargé, de tout ce qu'ils faisaient pour moi. Elle a cessé de leur demander des choses d'elle-même. Elle a arrêté de courir vers la porte, quand ils rentraient. Elle a appris, à 7 ans, que l'amour a parfois des conditions qui ne se négocient pas. Au même moment, ma sœur Samantha est devenue le centre d'intérêt principal. Son mariage était traité comme une fête nationale. Chaque conversation y revenait. Le lieu, la robe, la maison que son fiancé et elle méritaient, la vie qu'elle allait enfin commencer. Et les petits-enfants. Pas celles qui étaient déjà assises à table, en train de colorier en silence, non. Les futurs petits-enfants, les hypothétiques, ceux qui comptaient vraiment. Elle a été là, ses crayons étalés, pendant que maman racontait à quel point elle était impatiente d'être enfin grand-mère. Je l'ai remarqué. Je n'ai toujours rien dit. Puis, les discussions d'argent ont commencé. Toujours en douceur. Des suggestions déguisées en inquiétude. Tu n'as pas vraiment besoin d'une maison aussi grande, Sarah. Tu es si souvent partie. Tu pourrais louer. Ta sœur, elle, débute dans la vie. Finalement, c'est devenu moins subtil. Refinancer la maison. Prendre un prêt. Vendre pour acheter plus petit. Aider ta sœur. Aider la famille. J'ai dit non. Pas en criant, pas de façon dramatique. Juste non. J'ai dit que je ne vendais pas ma maison. J'ai dit que je ne m'endetterais pas pour que quelqu'un d'autre puisse jouer au propriétaire. J'ai dit que Samantha était une adulte, et qu'elle s'en sortirait comme nous l'avions tous fait. C'est à ce moment-là que l'ambiance a changé. La maison n'était plus la même. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Les portes restaient fermées plus souvent.
Samantha a arrêté de prétendre qu'elle m'aimait bien. Ma mère a commencé à utiliser des mots comme égoïste. Mon père parlait de sacrifice. Ils parlaient tous les deux comme si ma stabilité financière était une ressource, qu'ils avaient le droit de redistribuer. Et pourtant, je suis resté calme. Je me disais que ça passerait. Une partie de ce calme venait de la confiance, ou du moins de ce que je pensais être de la confiance, car oui, il y avait des papiers officiels. Quand on est un parent solo qui voyage, on prévoit des plans de secours. J'avais donné à mes parents une procuration limitée. Un document étroit, spécifique, destiné aux urgences, les formulaires scolaires, les décisions médicales si j'étais injoignable, ce genre de choses. Pas l'argent, pas la propriété, pas ma maison. Je le savais, j'avais été très clair là-dessus. Je n'imaginais pas qu'ils puissent le voir autrement. Maintenant, en regardant en arrière, je vois l'arrogance qui montait. Leur façon de parler de la gestion des choses, comme si l'autorité venait de l'âge, et non de l'encre sur le papier. Ce que je ne vois pas encore, ce que je n'ai pas vu alors, c'est le moment exact où ils ont décidé que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Tout ce que je savais, assise dans cette chambre d'hôtel plus tard dans la nuit, avec Ella endormie et mon téléphone qui vibrait inutilement dans ma poche, c'est qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils se croyaient autorisés à faire. Et ils y croyaient assez fermement pour laisser une enfant dehors, dans la neige. C'est cette partie-là qui tourne en boucle dans ma tête. Pas le panneau vendu, pas les cartons, pas même le mot sans-abri. C'est la certitude. La façon dont ma mère l'a dit. Comme un fait, pas comme une cruauté. Comme la gravité, ou la météo. Comme quelque chose qu'Ella aurait dû accepter en silence. Cette certitude est ce qui m'a fait peur, parce que la certitude ne s'excuse pas. La certitude ne recule pas. La certitude ne s'arrête que lorsqu'elle heurte quelque chose de plus dur qu'elle. Je ne savais pas encore ce qu'ils avaient signé. Je ne savais pas ce qu'ils avaient montré, ni à qui. Je ne savais pas jusqu'où ils étaient allés, ni à quel point ils s'étaient montrés négligents. Je savais juste une chose, avec une clarté absolue, quoi qu'ils pensent avoir accompli, ils pensaient que c'était définitif. Et les gens qui pensent avoir déjà gagné ont tendance à être très bruyants, juste avant de réaliser qu'ils ont perdu. Nous étions déjà à l'hôtel, quand mon système nerveux a cessé de prétendre que la situation était gérable. C'était un de ces endroits qui essaient d'avoir l'air chaleureux, en mettant une lampe dans un coin et en appelant ça de la décoration. Des murs beiges, une moquette beige, un tableau encadré d'une chose qui ressemblait vaguement à une fleur. Le genre de chambre où vos pensées résonnent, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ella dormait dans le lit près de la fenêtre. Elle avait perdu une chaussette pendant son sommeil, comme si son corps croyait encore qu'il était chez lui, en sécurité. Son manteau était plié au pied du lit. Trop soigneusement. Pas une organisation de lessive, mais une organisation d'urgence. J'étais assise sur l'autre lit, avec mes chaussures encore aux pieds, car j'avais l'impression que si je les enlevais, je perdrais mon élan. Et pour l'instant, cet élan était la seule chose qui me tenait debout. Mon téléphone a vibré. Je n'ai pas vérifié. Ce n'est pas par maturité, c'est par stratégie. Si je voyais le nom de ma mère sur l'écran, je ferais quelque chose qui nécessiterait un avocat pour une toute autre raison. J'ai observé Ella un instant. Cécile, la légère marque rose de l'oreiller sur sa joue, ses mains repliées contre sa poitrine pour garder la chaleur. Puis, la question que j'évitais depuis le début de la soirée m'a rattrapé brutalement. Combien de temps est-elle restée dehors? Je savais que c'était un long moment. Je savais que c'était trop longtemps. Mais je n'avais pas le chiffre exact, et ce chiffre comptait. Je me suis glissé dans la salle de bain et j'ai fermé la porte doucement. Le miroir me renvoyait l'image d'une femme à l'apparence étonnamment normale, pour quelqu'un qui venait d'apprendre que ses parents étaient capables de dire à une enfant de 7 ans qu'elle était sans abri. J'ai appelé Brendan. Il a répondu vite, comme s'il attendait l'appel. Et, a-t-il dit. Sa voix était prudente, mais pas défensive. C'est nouveau, ça. Salut, ai-je répondu. À quelle heure as-tu déposé Ella aujourd'hui? Un silence. Je l'entendais réfléchir, il ne cherchait pas à gagner du temps. Vers 14 heures, a-t-il dit. Pourquoi? J'ai fait le calcul dans ma tête. Je suis arrivé un peu après 18 heures. Ma gorge s'est serrée, mais ma voix n'a pas changé. D'accord, ai-je dit. Donc,
elle est restée dehors pendant 4 heures. Quoi? Sa voix a fait un bond. Non, ta mère a ouvert la porte. Je ne te demande pas ce que tu as vu, ai-je répondu. Je te demande à quelle heure tu l'as déposé. Il a expiré bruyamment. Vers 14 heures. Je te le jure. D'accord, ai-je répété. Le silence s'est étiré, puis il a repris, plus bas. Sarah, je ne l'ai pas laissée avec une inconnue. Je l'ai laissée avec ta mère. Elle était sur le pas de la porte. Je sais, ai-je dit. Et c'était vrai. Je ne l'appelais pas pour faire de Brendan le méchant de l'histoire. Il est beaucoup de choses, fuyant, allergique au conflit, l'incarnation même du « je ne veux pas m'en mêler ». Mais il n'est pas médium. Il ne pouvait pas savoir que ma mère transformerait un simple passage de relais en une expérience de survie. Je ne te blâme pas, ai-je ajouté, parce qu'il avait besoin de l'entendre, et parce que c'était la vérité. J'avais juste besoin de connaître l'heure. Un autre soupir. D'accord. Elle allait bien quand elle est descendue de voiture? Oui, a-t-il répondu immédiatement. Elle était bien emmitouflée. Elle m'a fait coucou. J'ai dégluti avec difficulté. Est-ce que ma mère a dit quelque chose? Non, a-t-il dit. Elle m'a à peine regardé, ce qui, honnêtement, m'a semblé être une petite victoire. J'ai failli rire. Pareil pour moi, ai-je dit. Il a hésité. Est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle va bien, maintenant? Elle dort. Elle a mangé. Elle a chaud. Dieu merci, a-t-il soufflé. Et pour une fois, ce n'était pas qu'une expression. Brendan, ai-je repris, d'un ton très calme. Si quelqu'un te contacte à ce sujet, mes parents ou Samantha, ne leur réponds pas, dis-le-moi simplement. Je ne leur parlerai pas, a-t-il affirmé. Je ne veux pas mettre les pieds là-dedans. C'était la chose la plus intelligente qu'il ait jamais dite. D'accord. Merci. J'ai raccroché. Je suis resté un moment dans la salle de bain, les mains à plat sur le lavabo, laissant ce chiffre peser sur mon cœur. 4 heures. Puis je suis retourné dans la chambre, j'ai vérifié qu'elle dormait toujours, et j'ai enfin enlevé mes chaussures, comme quelqu'un qui essaie de redevenir humain. Au matin, Ella s'est réveillée avec une faim de loup. C'était un signe important. Quand les enfants cessent d'avoir faim, c'est que quelque chose ne va vraiment pas. Je veux des gaufres, a-t-elle annoncé, comme si elle prenait une décision exécutive au nom de toute la famille. Bien sûr, ai-je répondu. Cet endroit facture l'eau en bouteille $8, ils peuvent bien nous faire des gaufres. Elle a souri. Un petit sourire, mais bien réel. Nous avons mangé dans la salle de petit déjeuner, entourés de gens qui prétendaient eux aussi ne pas être dans des vies de passage. Je l'ai laissé noyer ses gaufres sous le sirop, parce que je n'avais aucune envie d'être la police de la nutrition aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais la police de la stabilité. De retour dans la chambre, j'ai mis des dessins animés et je lui ai confié la télécommande comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Reste là. Je dois passer quelques appels. Tu appelles mamie? A-t-elle demandé. Non. J'appelle des adultes qui ne pensent pas qu'un portail est un mode de garde d'enfants. Elle n'a pas tout compris, mais elle a hoché la tête, l'air d'apprécier la sonorité de ma phrase. Je suis allé dans le couloir pour le premier appel. J'ai appelé la ligne non urgente de la police, et j'ai rapporté les faits, de façon nette, factuelle, sans théâtralité. Ma fille a 7 ans. On lui a refusé l'entrée de son domicile. On lui a dit qu'elle était sans abri. Elle a été laissée dehors, dans la neige, pendant environ 4 heures. La femme au bout du fil s'est tue un instant, puis a demandé des détails d'une voix précautionneuse. L'adresse, les noms, les heures. Quand j'ai prononcé le chiffre à voix haute, il a semblé peser encore plus lourd. Elle m'a donné un numéro de dossier et m'a dit qu'un officier pourrait assurer le suivi. Merci. Quand j'ai raccroché, mes mains étaient toujours stables. Ce n'était pas une libération émotionnelle, c'était de la documentation. Je suis retourné dans la chambre. Elle a regardé ses dessins animés, comme si son cerveau préférait vivre dans un univers animé où les problèmes se règlent en 11 minutes. Tu as fini ton appel? Oui, un appel de paperasse pour les grands. Elle a réfléchi. Est-ce qu'on est encore sans abri? Non, ai-je dit.
On paie juste temporairement pour une chambre avec un tableau de fleurs. Elle a regardé le mur. C'est pas une fleur. C'est justement ça qui en fait de l'art, ai-je répondu. Elle a rigolé, et je me suis accroché à ce son comme à un reçu prouvant que nous existions encore. Ensuite, j'ai passé le deuxième appel. Un collègue m'avait envoyé le nom d'un avocat avec le genre de message qui ne laisse aucun doute, appelle-le. Il va vite. Nous avons fait une consultation par visioconférence, parce que la rapidité comptait plus que le décor. Il ressemblait à quelqu'un qui possédait de nombreux costumes, et qui n'avait jamais souri par erreur de toute sa vie. Sarah, racontez-moi ce qui s'est passé. La version courte. Je lui ai donné les faits. Il n'a pas eu de hoquet de surprise, n'a pas pris d'air compatissant, n'a pas dit qu'il était désolé. Il a simplement commencé à trier les informations comme des dossiers. Êtes-vous la seule propriétaire de la maison? Oui. Propriétaire unique. Avez-vous signé quoi que ce soit autorisant une vente? Non. Vos parents sont-ils sur l'acte de propriété? Non. Il a hoché la tête. Alors la vente est soit fictive, soit non finalisée, soit illégale. Peut-être les trois. Je lui ai parlé de la procuration limitée. Est-ce qu'elle inclut les transactions immobilières? Non. Elle était pour les urgences et est là, pas pour les biens. Parfait, a-t-il dit. Alors nous traitons tout ce qui concerne une vente comme suspect, jusqu'à preuve du contraire. J'observais Ella en arrière-plan, qui balançait ses jambes en mangeant des céréales dans un gobelet, comme un petit raton laveur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais identifier la transaction, a-t-il expliqué. Si un panneau vendu est installé, il y a un agent immobilier, et un dossier de titre de propriété ouvert. Je vais les contacter, et les avertir officiellement que la propriétaire conteste l'autorisation de vente. En général, cela déclenche un blocage immédiat. En général? Ai-je répété. Il a eu un léger haussement d'épaule. Les gens deviennent très prudents, quand le mot fraude s'approche de leur paperasse. Le papier a le don de ruiner la confiance, ai-je ajouté. Le coin de sa bouche a tressailli. Pas tout à fait un sourire, mais une reconnaissance que j'étais, au moins, fonctionnel. Ne contactez pas vos parents à ce sujet, a-t-il prévenu. Ne les menacez pas. Ne les prévenez pas, laissez-les avoir la surprise. Enfin un plan qui correspond à ma personnalité, ai-je dit. Il m'a indiqué ce dont il avait besoin, une preuve d'identité, les informations de propriété qu'il pouvait extraire des registres publics, et il a dit qu'il commençait immédiatement. Quand l'appel a pris fin, rien n'avait changé dans la chambre. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère, car désormais, la situation sortait du cadre familial, pour entrer dans le monde des adultes, là où les gens se fichent de savoir qui est votre mère. Ils s'intéressent à ce que vous pouvez prouver. J'ai posé mon téléphone, et j'ai essayé de respirer. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. En milieu d'après-midi, mon téléphone s'est mis à vibrer. Mon père appelait. Ma mère aussi. Samantha, encore et encore. Je n'ai pas répondu. Un message vocal de mon père est arrivé en premier. Sa voix semblait tendue, trop aiguë. Sarah, on vient de recevoir un appel. Ils disent que le dossier est gelé. Ils posent des questions. C'est ridicule. Un deuxième message a suivi. Ma mère, cette fois, furieuse, avec ce ton sec qu'elle utilise quand elle essaie de paraître en contrôle mais qu'elle échoue. Il nous accuse. A-t-elle sifflé? Tu dois régler ça immédiatement. Puis un SMS de Samantha, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fixé l'écran. Je ne savais pas encore qui les avait appelés exactement, ni ce qui leur avait été dit, mais je savais ceci, quelqu'un d'officiel venait de dire non à mes parents, et cela les avait frappés comme un accident de voiture. Ella m'a regardé. Maman? Oui, mon cœur. Est-ce qu'il crie? J'ai expiré lentement. Ils sont contrariés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils pensaient que les règles étaient pour les autres. Parce qu'ils pensaient qu'une enfant de 7 ans était un dommage collatéral acceptable. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise d'arrêter, ai-je dit à la place. Ella a hoché la tête, comme si c'était parfaitement clair. Cette nuit-là, elle s'est endormie sans plier son manteau comme un bouclier au pied du lit.
Je l'ai observé un instant dans la pénombre de l'hôtel, puis j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin de les entendre hurler. Je savais déjà ce que cela signifiait. Ils avaient commencé la journée avec certitude, et ils la finissaient dans la peur. J'ai revu l'avocat 3 jours plus tard. Ce n'est pas que je voulais attendre, c'est simplement le temps qu'il a fallu pour que la paperasse rattrape l'audace. Son bureau était calme, et d'une normalité agressive. Pas de fauteuil en cuir, pas de vue spectaculaire sur la ville, juste un bureau, une imprimante qui bourdonnait, et un homme qui avait manifestement vu cette situation trop souvent pour en être surpris. Il n'a pas demandé comment j'allais. Les bons avocats ne le font pas. Il a ouvert un dossier et a dit, « Voici ce qui s'est passé. Je vous écoute. Vos parents ont mis la maison en vente avec un agent, a-t-il commencé. Une offre est arrivée. Ils l'ont acceptée. C'est là que le panneau vendu a été installé. Donc, elle n'était pas réellement vendue? Non. Elle était sous contrat. Ce n'est pas un transfert de propriété. Cela n'arrive qu'au moment de la signature finale. Des mots précis, avec des définitions claires. Nous progressions déjà. Quand j'ai contacté la société de titres qui gérait la transaction, a-t-il poursuivi, je leur ai dit 2 choses. D'abord, que vous êtes l'unique propriétaire. Ensuite, que vous contestez avoir autorisé la vente. Et c'est là qu'ils ont appelé mes parents. Oui, a-t-il dit, parce que de leur point de vue, quelque chose clochait sérieusement. Il a poussé le dossier vers moi. À l'intérieur se trouvaient des copies de mai, nets, ennuyeux, et dévastateurs. La société de titres a vérifié la propriété. Votre nom est apparu. Propriétaire unique, pas de copropriétaire, aucune exception. Cela suffit à stopper une transaction jusqu'à explication. Donc ils ont demandé l'explication? C'est cela. Ils ont demandé à vos parents de prouver qu'ils avaient l'autorité de vendre une maison qui ne leur appartient pas. Je me suis adossé à ma chaise. Et ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, a-t-il dit. C'est là le problème. Il a fait glisser un autre document sur le bureau. Je l'ai reconnu instantanément. Mon nom, ma signature, et un périmètre d'action que je n'avais jamais accepté. Ceci, a-t-il dit, est la procuration qu'ils ont présentée. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième. Autorité de vendre des biens immobiliers. Autorité de transférer la propriété. Ce n'est pas ce que j'ai signé, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. La procuration originale que vous avez décrite ne contient pas ces termes. Cette version-ci, si. Donc, ils les ont ajoutés. Oui. Après coup. J'ai fixé le papier, étrangement calme. Donc, quand l'agent les a appelés, on ne leur a pas juste demandé des éclaircissements. On leur a dit, ça ressemble à un faux. Il a hoché la tête. Exactement. Dès que vous avez contesté l'autorisation et qu'ils ont produit un document qui étendait leur pouvoir au-delà de ce que vous aviez accordé, la transaction a déclenché un examen pour fraude. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à hurler. Oui, parce qu'ils ont réalisé que des professionnels scrutaient désormais leurs actes. J'ai eu un petit rire étouffé. Mes parents n'ont jamais aimé être surveillés. Il a refermé le dossier. Ce n'était pas un malentendu. C'était une altération matérielle d'un document légal. C'est un faux en écriture. C'était dit. Simple, sans cérémonie, définitif. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous séparons les dossiers. Vous avez déjà signalé la mise en danger de votre enfant. C'était la bonne chose à faire. Ici, c'est autre chose. Il m'a expliqué la suite sans fioriture. Un rapport de fraude distinct, préparé et soumis par son cabinet. Des notifications formelles envoyées, la procuration révoquée par écrit, la transaction annulée. Et mes parents? Ils ne sont plus considérés comme des décideurs par qui que ce soit. J'ai signé tout ce qu'il fallait. Révocation, confirmation, date, initiale. Toutes ces choses qui ont l'air ennuyeuses jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Quand je me suis levé pour partir, il a ajouté, une dernière chose. Vos parents sont toujours dans la maison. Oui, et c'est un problème. Il a hoché la tête. Je peux révoquer formellement leur autorisation d'occuper les lieux et émettre un avis d'expulsion. S'ils ne partent pas, les autorités interviendront.
Faites-le, ai-je dit. Une fois que ce sera fait, votre fille ne devrait pas revenir tant que la maison n'est pas vide. Elle ne reviendra pas avant, ai-je assuré. Ils ne sont pas partis de leur plein gré. Bien sûr que non. Ma mère a appelé la première, furieuse et blessée à parts égales. Mon père a suivi avec des excuses qui n'incluaient aucune prise de responsabilité. Samantha a envoyé des messages suggérant qu'elle croyait que le volume de ses cris pourrait modifier la réalité. Je n'ai pas répondu. Bloquer les gens n'est pas un signe d'immaturité, c'est un signe d'efficacité. Le délai d'expulsion a expiré. L'intervention a été programmée. Je n'ai pas emmené Ella. Elle est restée chez une amie, en sécurité et distraite, ignorant que ses grands-parents s'apprêtaient à subir des conséquences pour la première fois de leur vie. Je me suis garé plus loin dans la rue et j'ai regardé. L'officier a frappé, a expliqué la situation, a attendu. Ma mère a argumenté. Mon père errait. Samantha est apparue, pleurant assez fort pour qu'on l'entende depuis le trottoir. Rien de tout cela ne comptait. Quand ils ont enfin été escortés dehors, ma mère m'a repéré et s'est dirigée droit vers moi, comme si elle croyait encore que la proximité était un pouvoir. « J'espère que tu es fier de toi », a-t-elle lancé. J'y ai réfléchi une seconde. « Je suis soulagé », ai-je répondu. « La fierté, ça viendra plus tard. » L'officier a fermé la porte derrière eux et m'a tendu les clés. « C'est sécurisé », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Merci. » J'ai ramené Ella à la maison ce soir-là. Elle s'est tenue sur le seuil, regardant autour d'elle comme si la maison risquait de lui répondre. « Ils sont partis ?» a-t-elle demandé. « Oui, ils sont partis. » Elle a enlevé ses chaussures et les a posées près de la porte, lentement, avec précaution, comme si elle se réappropriait les lieux. Cette nuit-là, elle a dormi d'une traite sans se réveiller une seule fois. Je suis resté dans le couloir à écouter les bruits familiers de la maison qui s'apaisent. Il y avait encore des procédures en cours, des retombées à venir, et sans doute des gens quelque part qui pensaient que tout cela était injuste pour eux. Mais la maison était calme, et mon enfant était en sécurité. S'ils essaient à nouveau, je ne donnerai pas d'explication. Je laisserai la paperasse faire ce qu'elle fait de mieux, dire non. 6 mois plus tard, les documents légaux ont terminé ce que j'avais commencé. Mes parents ont été inculpés de faux en écriture et de mise en danger d'un mineur. Mise à l'épreuve, lourdes amendes, et des cours obligatoires dont ils jurent encore qu'ils étaient inutiles. Je suis sûr que le juge a apprécié leur avis. Nous ne nous parlons plus. Plus d'appels, plus de nouvelles, plus de réunions de famille. Le silence s'est avéré très efficace. Ella s'épanouit, elle dort ses nuits, rit facilement, et appelle notre maison chez nous sans aucune hésitation. Quant à moi, je dors très bien. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.